Pourquoi c'est si compliqué de faire une bombe atomique? Attention, je me plains pas, au contraire, je trouve ça plutôt bien que ce soit pas à la portée du premier venu. Mais pourquoi, presque 80 ans après la première explosion, ça reste quasiment inaccessible pour la plupart des pays de se doter d'une arme nucléaire? Eh bien, c'est notamment parce que les contraintes physiques et chimiques sont telles qu'il reste extrêmement compliqué, technologiquement, de se procurer même simplement la matière première nécessaire à la confection d'une bombe atomique. Aujourd'hui, on va passer en revue une partie de ces étapes de fabrication. Alors attention, on est loin d'un tuto « faites votre bombe à la maison », mais je trouve que c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de parler de pas mal de phénomènes physiques importants, et ça, c'est bien. La deuxième raison, c'est que plonger dans les détails de la fabrication d'une bombe, ça permet de comprendre comment une opération comme le projet Manhattan a pu coûter si cher, environ 1% du PIB des États-Unis à l'époque, mais aussi ça éclaire certains enjeux actuels de géopolitique, par exemple autour de la question des fameuses centrifugeuses. Le phénomène qui est à la base du fonctionnement de la bombe atomique, c'est celui de la fission nucléaire. Et, hasard de l'histoire, il n'a été découvert que quelques mois avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. En décembre 1938, deux chimistes allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, travaillent à Berlin et s'amusent à bombarder de l'uranium avec des neutrons. Leur but, c'est d'essayer de créer de nouveaux éléments chimiques plus lourds que l'uranium. On n'en connaissait pas encore à l'époque. Le truc, c'est qu'à la suite de l'opération, ce qu'ils mettent en évidence, ça n'est pas un nouvel élément plus lourd comme ils l'espéraient, mais plutôt la présence de barium, un élément déjà connu, et sensiblement plus léger que l'uranium. Comme ils ne savent pas trop comment interpréter le phénomène, ils décident de faire appel à la physicienne Lise Meitner. Lise Meitner avait déjà collaboré avec Otto Hahn par le passé, mais étant juive, elle avait fui l'Allemagne nazie pour la Suède quelques mois auparavant. En se basant sur les données de l'expérience de Hahn et Strassmann, Lise Meitner travaille alors avec Otto Frisch pour démontrer que ce qu'il s'est produit est en fait un processus qu'il baptise fission nucléaire. Leur interprétation, c'est qu'un noyau d'uranium percuté par un neutron peut se scinder en deux noyaux plus petits, par exemple du barium et du krypton. Et Lise Meitner estime par des calculs qu'une telle opération de fission dégagerait des millions de fois plus d'énergie qu'une simple réaction chimique ordinaire. Pour bien comprendre le phénomène de fission nucléaire, il est important de faire la différence avec la radioactivité. À l'époque, la radioactivité était déjà bien connue depuis une quarantaine d'années, notamment grâce aux travaux de Marie Curie sur le radium. Dans la radioactivité, un élément peut se désintégrer de façon spontanée en donnant un élément qui est juste un tout petit peu plus petit. Par exemple, le radium-226 peut se désintégrer en radon-222 en émettant un noyau d'hélium. Dans le cas de la fission, d'une part, elle n'est souvent pas spontanée, il faut l'impact d'un neutron pour la déclencher. D'autre part, elle produit deux fragments de taille relativement comparable, ce qui libère sensiblement plus d'énergie qu'une simple désintégration radioactive. Quelques mois après la découverte de ce phénomène de fission nucléaire, en avril 1939 au Collège de France à Paris, Frédéric Joliot et son équipe démontrent que la fission d'un noyau d'uranium peut libérer à son tour 2 à 3 neutrons supplémentaires. Et c'est un fait essentiel car il ouvre la possibilité de faire une réaction nucléaire en chaîne. Sur le papier, le principe d'une réaction en chaîne est assez simple. C'est l'idée qu'un noyau qui fissionne peut libérer de nouveaux neutrons qui vont à leur tour pouvoir fissionner d'autres noyaux, et ainsi de suite. Le terme de réaction en chaîne est très associé dans notre imaginaire à la physique nucléaire. Mais il faut réaliser qu'une simple combustion, c'est aussi une réaction en chaîne. Prenez, disons, une molécule de méthane, CH4, et 2 de dioxygène, O2. Dans l'absolu, ces molécules aimeraient bien réagir entre elles, ce qui donnerait du CO2 et de l'eau, et aussi de la chaleur. Mais cette réaction ne peut pas se produire de façon spontanée. Pour qu'elle ait lieu, il faut commencer par lui filer un peu d'énergie. Par contre, une fois que c'est parti, chaque réaction dégage suffisamment de chaleur pour en allumer une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Donc quand du papier ou du bois brûle, c'est une réaction en chaîne de nature chimique.
La grosse différence entre une réaction chimique et une réaction nucléaire, c'est l'énergie libérée. En physique des particules, on compte souvent les énergies avec une unité particulière, l'électron-volt. Une réaction chimique comme la combustion d'une molécule de méthane, c'est environ une dizaine d'électronvolts. La fission d'un noyau d'uranium, c'est plutôt 200 millions d'électrovolts. Grosse différence. Et donc, en 1939, suite à la publication des résultats de Joliot et son équipe, de nombreux physiciens réalisent qu'avec une fission nucléaire en chaîne, il serait possible, en théorie, de fabriquer une bombe dévastatrice d'un genre nouveau. Et tout le monde comprend que l'Allemagne nazie, vu le niveau de sa recherche en physique, ne serait pas la plus mal placée pour se lancer dans cette entreprise. En août 1939, pour alerter sur ce danger, Albert Einstein signe une lettre adressée au président américain Roosevelt et rédigée notamment avec son collègue Léo Szilard. Je cite un passage de la lettre. « Une seule bombe de ce type, transportée par bateau et explosant dans un port, pourrait très bien détruire l'ensemble du port ainsi qu'une partie de la zone aux alentours. Toutefois, de telles bombes pourraient très bien s'avérer trop lourdes pour un transport aérien. » Comme vous le voyez, à l'époque, ça reste spéculatif, et la question de la taille que devraient faire de telles bombes est encore incertaine. Et c'est essentiel, on y reviendra. Alors moi, connaissant juste vaguement cette histoire, je m'étais longtemps imaginé que la lettre d'Einstein avait secoué le président américain, et qu'à partir de là, ça avait été le branle-bas de combat du projet Manhattan, avec des milliers de personnes, des millions de dollars débloqués, Oppenheimer, tout ça. Mais en fait, pas du tout. À la suite de la lettre d'Einstein, le gouvernement américain décide de la création d'un comité consultatif sur l'uranium. Bon bah très bien, faisons des réunions, ça occupe. Et il alloue un budget à Szilard et Fermi pour qu'ils creusent un peu la question. Un budget de 6 000 $. Autant dire qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose au début. Et pour comprendre pourquoi ça a commencé si petit en 1939, avant de s'accélérer soudainement seulement en 1942, il faut vraiment se pencher sur la physique de la fission nucléaire. Alors imaginons que vous vouliez faire une bombe à fission nucléaire. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un élément qui peut fissionner sous l'impact d'un neutron, et qui, quand ça se produit, libère d'autres neutrons, pour qu'on ait, au moins sur le papier, une chance d'avoir une réaction en chaîne. Bon déjà, si on fait la liste des éléments disponibles pour faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont ceux du bas du tableau périodique, et le seul qui existe à l'état naturel, c'est l'uranium. On l'a dit, l'uranium libère en moyenne entre 2 et 3 neutrons à chaque fission. Donc il a l'air du candidat idéal pour une réaction en chaîne. Sauf qu'il y a une subtilité supplémentaire. Imaginons une réaction de fission dans un morceau d'uranium, et disons que 3 neutrons sont libérés. Alors souvent on représente ça comme si chacun de ces 3 neutrons allait tout de suite rencontrer un autre noyau, et automatiquement provoquer une nouvelle fission, et ainsi de suite. Mais en vrai, c'est loin de se passer comme ça. Déjà, vous savez peut-être que le volume occupé par le noyau dans un atome est tout petit, les atomes ce sont surtout du vide. Un neutron qui se déplace dans la matière va surtout se déplacer dans le vide, et croiser un noyau seulement de temps en temps. Et ensuite, si c'est le cas, le neutron ne va pas de façon systématique provoquer une fission. Il n'a qu'une certaine probabilité de le faire. Et au total, il se peut très bien qu'un neutron émis par une fission finisse par ressortir intact du morceau d'uranium sans avoir provoqué de nouvelles fissions. Pour avoir une vraie réaction en chaîne soutenue, si disons chaque fission émet 3 neutrons, il faut qu'en moyenne au moins un de ces neutrons finisse par provoquer une nouvelle fission, et au maximum on peut se permettre d'en perdre 2 qui sortiraient de l'échantillon sans avoir réagi. Comment on fait pour augmenter cette probabilité qu'un neutron émis provoque à son tour une nouvelle fission? Alors, de façon intuitive, ça va dépendre de la distance que ce neutron va parcourir dans le matériau. Plus il parcourt de distance, plus il a de chances de finir par taper un autre noyau. Et donc, pour minimiser les neutrons perdus et augmenter le nombre de fissions, il y a une solution très simple. Prendre un morceau d'uranium plus gros. Et il existe en fait une taille minimum au-delà de laquelle on sait que chaque fission provoquera par la suite au moins une autre fission, et qu'on aura donc une réaction en chaîne. La masse de matériaux nécessaire pour atteindre ce point de maintien de la réaction en chaîne, c'est ce qu'on appelle la masse critique. Si vous voulez provoquer une explosion nucléaire, il y a une masse minimum d'uranium qu'il faut réunir.
Et d'ailleurs, si vous la réunissez, la réaction devrait normalement démarrer toute seule. Et c'est un concept assez bizarre quand on y pense. Comparez ça avec la combustion chimique. On l'a dit, la combustion est une réaction chimique en chaîne, mais là, il n'y a pas de masse critique. Un petit tas de bois est tout aussi facile à enflammer qu'un grand tas de bois. Il n'y a pas une quantité minimale de bois à réunir avant d'espérer pouvoir démarrer un feu, ou au contraire. Eh bien, avec les réactions nucléaires en chaîne, il y a une notion de masse critique, de masse minimum à réunir. Et c'est pour ça, souvenez-vous que dans sa lettre, Einstein disait qu'on n'était pas certain de la masse de matériaux qu'il faudrait. Il parlait d'une bombe dissimulée dans un bateau et disait ne pas savoir si une bombe suffisamment légère serait faisable pour qu'elle soit transportable par un avion. Pour résoudre cette question et lever l'incertitude mentionnée par Einstein, il faut déterminer la masse critique de l'uranium. Pour essayer de faire cette estimation, les physiciens de l'époque avaient entrepris des mesures sur le comportement des noyaux d'uranium. Et les résultats étaient peu concluants. Il semblait que la masse critique nécessaire était d'au minimum plusieurs tonnes, et certains pensaient même qu'elle devait être tellement grande qu'il n'y avait aucun sens à poursuivre ce programme nucléaire. Peut-être que les bombes atomiques étaient tout simplement infaisables de cette façon. En 1940, aux États-Unis, les recherches sur le sujet piétinaient un peu, et on était encore très loin du projet Manhattan tel qu'on l'a connu par la suite. Et l'événement déclencheur vint de Grande-Bretagne. Au cours de l'année 1940, Otto Frisch, le physicien qui avait collaboré avec Lise Meitner, fit à Birmingham avec son collègue Rudolf Peierls une découverte qui allait changer le cours de l'histoire. Ils réalisèrent que les deux isotopes naturels de l'uranium, l'uranium 235 et l'uranium 238, avaient des comportements vraiment bien différents. L'uranium 238 possède en effet une fâcheuse tendance à absorber les neutrons, mais sans fissionner derrière. On dit qu'il les capture. Et quand tout à l'heure je vous décrivais la situation en disant qu'il fallait estimer la probabilité qu'un neutron provoque une fission, ou au contraire s'échappe de l'échantillon, il y avait en fait une troisième possibilité. Un neutron émis peut être capturé et donc définitivement perdu pour la réaction. Pour estimer la masse critique nécessaire pour obtenir une réaction nucléaire en chaîne, il faut donc tenir compte de ces deux phénomènes, la fission et la capture. Or, ces deux comportements sont très différents pour l'uranium 235 et l'uranium 238. Aujourd'hui, pour estimer les probabilités de ces deux phénomènes, on a recours à la mesure d'une quantité qu'on appelle la section efficace. Et voici les valeurs typiques pour les deux isotopes. Ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Ça veut dire que les probabilités de capture sont similaires pour les deux isotopes, mais pour la fission, il y a un facteur 100. Et donc, plutôt que d'estimer la masse critique sur de l'uranium naturel, on peut essayer de la calculer indépendamment pour de l'uranium 238 et pour de l'uranium 235. Pour l'uranium 238, c'est simple, elle est infinie. Il y a 10 fois plus de capture que de fission, donc jamais il y aura de réaction en chaîne. Mais si on considère uniquement de l'uranium 235, alors là, ça change tout. En mars 1940, Frisch et Peierls estimèrent que la masse critique d'uranium 235 nécessaire pour provoquer une réaction nucléaire en chaîne était de seulement 600 grammes. Si on pouvait séparer l'uranium 235, il en suffirait finalement d'une toute petite quantité pour en faire une bombe, largement transportable par avion, contrairement à ce qu'avait pensé Einstein. Bon, il se trouve que leurs mesures n'étaient pas exactes et que la vraie valeur c'est plutôt 50 kg. Mais bon, 50 kg d'uranium 235, vu sa densité d'environ 19, c'est simplement une sphère de 17 cm de diamètre. Suite à leur découverte sur la masse critique de l'uranium 235, Otto Frisch et Rudolf Peierls, qui étaient à l'université de Birmingham, écrivèrent alors un mémorandum secret qui conduisit à la création d'un programme nucléaire britannique, la commission Maud. Alors, petite ironie, étant donné qu'ils étaient respectivement allemands et autrichiens, Frisch et Peierls furent immédiatement exclus de ce programme. En juillet 1941, la commission britannique publia deux rapports, l'un concernant l'usage de l'uranium pour en faire une bombe, et l'autre son utilisation à des fins de production d'énergie. Ces rapports avaient été transmis quelques mois plus tôt aux États-Unis, mais semblaient avoir été ignorés par les Américains. Et il a fallu que le physicien Marcus Oliphant aille en personne aux États-Unis rencontrer le comité pour l'uranium pour les convaincre de l'urgence de la situation. À l'époque, le programme nucléaire britannique était manifestement bien plus avancé que le programme américain. Bon, il faut dire que le Royaume-Uni était en guerre alors que les États-Unis toujours pas.
Mais comme vous le savez, quelques semaines plus tard, en décembre 1941, c'est Pearl Harbor. Et là, les choses s'accélèrent et le Comité consultatif pour l'uranium devient rapidement ce qu'on connaît sous le nom de Projet Manhattan. Bien, maintenant qu'on maîtrise les principes scientifiques de la fission nucléaire en chaîne, et qu'on sait que pour ça il nous faut 50 kg d'uranium-235, comment on fait? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment compliqué. On l'a dit, l'uranium existe à l'état naturel, et la bonne nouvelle c'est que c'est un élément relativement abondant. 40 fois plus abondant que l'argent et 500 fois plus que l'or. On le trouve principalement sous la forme d'oxyde, UO2, dans des minerais comme la pêche blinde, à des teneurs qui peuvent varier beaucoup, entre 20% et moins de 0,1%. Donc pour commencer, on va déjà chercher à isoler l'oxyde d'uranium. Alors pour ça, on broie le minerai et on a recours à un certain nombre de réactions chimiques qui permettent, par précipitation ou dissolution, de se débarrasser de tous les éléments annexes. À l'issue de ces étapes, on obtient cette substance jaune ou noire qu'on appelle du yellow cake, de formule chimique U3O8. Alors malheureusement pour nos affaires, on l'a dit, l'uranium dans sa forme naturelle existe en deux isotopes. L'uranium-238, c'est 99,3%, et l'uranium-235 seulement 0,7%. Et c'est cette petite part-là qui nous intéresse, et qu'il va falloir récupérer. Et pour faire cette séparation, cette fois, on ne va pas pouvoir recourir à des réactions chimiques. La seule légère différence entre l'uranium-235 et l'uranium-238, c'est leur masse, environ 1,2% d'écart. Mais sur le plan chimique, ils sont presque identiques, ce sont deux formes d'uranium qui subissent les mêmes réactions quasiment de la même façon. Donc on n'a aucune chance de trouver des réactions chimiques qui permettent par exemple spécifiquement de récupérer l'uranium-235. Pour séparer les deux isotopes, il va falloir avoir recours à un procédé physique qui exploite la différence de masse. Et vous allez voir, ça va être vraiment laborieux. Cette étape de séparation des isotopes, c'est ce qu'on appelle généralement l'enrichissement de l'uranium. Mais c'est plutôt trompeur comme dénomination enrichissement. Ça laisse penser qu'on ajoute quelque chose. Mais c'est l'inverse, on va plutôt essayer de retirer un maximum d'uranium-238 pour ne conserver que l'uranium-235. Au total, pour produire nos 50 kg d'uranium-235, on va devoir traiter environ 7 tonnes d'uranium naturel et trouver le moyen de se débarrasser des 6,95 tonnes d'uranium-238 qu'elles contiennent. Pour ça, on l'a dit, il va nous falloir un procédé physique qui permette de jouer sur la différence de masse. Et il y en a justement un, c'est la diffusion gazeuse. L'idée, c'est que dans un gaz, les molécules bougent de façon aléatoire, et plus elles sont légères, plus elles vont bouger vite en moyenne. Et on peut exploiter ça en utilisant une membrane poreuse. Imaginons qu'on ait notre uranium dans un contenant avec une barrière au milieu qui soit une membrane de ce genre. L'uranium-235, un peu plus léger, va légèrement plus facilement passer la barrière que l'autre. Et donc de l'autre côté, la teneur en uranium-235 se trouvera augmentée, enrichie. Le souci pour ça, c'est qu'il nous faut un gaz. La température d'ébullition de l'uranium, c'est 4131 degrés. C'est pas gagné, Une alternative, ce serait de trouver une molécule qui contienne de l'uranium et qui soit gazeuse à température pas trop élevée. Sauf qu'il y a des critères. La molécule ne doit comprendre qu'un seul atome d'uranium. Si elle en contient par exemple deux, on pourrait avoir un 235 et un 238 qu'on n'arriverait pas à séparer. Bon, il y a par exemple le tétrachlorure d'uranium, UCl4. Température d'ébullition 791 degrés. Bon. Mais il pose un problème. Le chlore lui-même existe sous deux isotopes naturels, le chlore 35 et le chlore 37, dans des proportions 3 quarts, 1 quart à peu près. Si on utilise ça, les variations de masse dues aux isotopes du chlore vont complètement brouiller notre opération. Donc ça va pas, il nous faut un gaz avec un seul atome d'uranium et dont les autres atomes n'ont qu'un seul isotope naturel. Heureusement, il existe un gaz miraculeux qui coche toutes les cases, l'hexafluorure d'uranium, UF6. Non seulement le fluor n'a qu'un isotope naturel, donc il ne vient pas induire des différences de masse, mais en plus, il a un diagramme de phase super sympathique. Ce diagramme de phase, le voici. Il nous donne la phase, solide, liquide ou gaz, en fonction de la température et de la pression. Il ressemble un peu à celui de l'eau, sauf qu'on est là à température et pression ambiante. L'UF6 est solide. Et vers 55 degrés, il va se sublimer et passer direct à l'état gazeux. Idéal.
Voilà, on va donc utiliser de l'UF6 et faire de la diffusion gazeuse à travers une membrane afin d'enrichir l'uranium. Alors comment ça se passe? On prend de l'UF6 à base d'uranium naturel, il contient précisément 0,721% d'uranium-235. On met une membrane et on laisse diffuser de l'autre côté. Et on peut calculer que de l'autre côté, à l'issue de l'opération, la teneur en uranium-235 sera de 0,722%. Ouais, pas beaucoup mieux, hein. Bon, la solution, c'est de remettre une seconde membrane derrière et de recommencer. On dit qu'on ajoute un deuxième étage. Et on va passer à 0,723%. Troisième étage, 0,724%, puis 0,725, etc. Au bout d'un moment, ça commence à augmenter un peu plus, mais il faut quand même quelques milliers d'étages successifs de ce genre pour espérer enrichir l'uranium jusqu'à un niveau utilisable dans une bombe. Pour le projet Manhattan, l'objectif n'était pas d'avoir de l'uranium-235 parfaitement pur bien sûr, mais dans des proportions d'au moins 90% et un reste de seulement 10% d'uranium-238. Pour réaliser ces étapes d'enrichissement par diffusion gazeuse, les responsables du projet ont ordonné la construction d'une usine surnommée K25 à Oak Ridge dans le Tennessee. Une usine gigantesque. Vous en voyez quelques photos ici. Il s'agissait à l'époque tout simplement du plus grand bâtiment du monde. 500 000 m² sur 4 niveaux, réalisé en moins d'un an et alimenté par sa propre centrale électrique construite aussi pour l'occasion. À l'intérieur, le bâtiment abritait 3000 cellules de diffusion reliées les unes aux autres, avec pour chacune une barrière poreuse, un compresseur, tout ça opérant sous vide. Avec ces 3000 étages de diffusion, l'objectif de l'usine K25 était d'enrichir l'uranium à environ seulement 20 à 30%. Malgré le gigantisme de l'installation, on était encore très loin de l'objectif. L'uranium-235 qui sortait de K25 était donc ensuite envoyé dans une autre usine chargée des étapes finales de l'enrichissement et qui reposait sur un principe différent, le calutron. Calutron, c'est un acronyme pour California University Cyclotron, et c'est une méthode qu'on appelle parfois la séparation électromagnétique. En gros, l'idée est de ioniser l'uranium pour lui donner une charge électrique, puis de l'accélérer et le dévier avec un champ électromagnétique. Lorsqu'une particule chargée est dans un champ magnétique, on sait qu'elle adopte une trajectoire circulaire, dont le rayon dépend notamment de sa masse. Et comme l'uranium-238 est environ 1% plus lourd que le 235, il a un tout petit peu plus d'inertie et donc le rayon de courbure de sa trajectoire est un tout petit peu plus grand. Si on injecte un mélange des deux isotopes en entrée, il suffit alors de collecter l'uranium-235 à un endroit et le 238 à un autre. Enfin, ça c'est la théorie. Évidemment, comme pour la diffusion gazeuse, il s'agit d'un procédé très lent et progressif. Et il a fallu en construire des centaines, avec tout ce que ça implique, le vide et des champs magnétiques suffisants produits par des gros électroaimants. Et pour ça, il fallait des milliers de tonnes de fils conducteurs. Et le cuivre devenait de plus en plus rare. Sauf qu'à part le cuivre, l'argent aussi est un très bon métal conducteur de l'électricité, le meilleur même. Le projet Manhattan a alors demandé à réquisitionner 15 000 tonnes d'argent des réserves du Trésor américain pour en faire des fils pour ces électroaimants. Vous voyez le niveau d'investissement, hein. À la fin de la guerre, les électroaimants furent démontés, remplacés par du cuivre et l'argent fut rendu au Trésor. Grâce à cette étape d'enrichissement par les calutrons, de l'uranium-235 à 90% a pu être produit en quantité suffisante pour fournir les 64 kg nécessaires à Little Boy, la bombe A larguée sur Hiroshima. Vous connaissez la suite du récit. On voit donc avec l'histoire de cette partie du projet Manhattan à quel point il est compliqué d'enrichir l'uranium naturel jusqu'à obtenir un taux d'uranium-235 suffisant pour faire une bombe A. Et on comprend pourquoi le club des puissances nucléaires est resté si fermé pendant des décennies. Et pourtant, la production d'uranium enrichi est aujourd'hui un petit peu plus simple, grâce à une invention soviétique dont on parle de temps en temps dans l'actualité géopolitique, la fameuse centrifugeuse. On l'a vu, l'enrichissement de l'uranium, c'est une galère car il faut séparer deux isotopes de l'uranium quasi identiques sur le plan chimique en jouant seulement sur leur subtile différence de masse. Juste après la guerre, les soviétiques travaillèrent d'arrache-pied pour combler le retard qu'ils avaient sur les Américains. Et pour ça, ils s'appuyaient notamment sur des scientifiques allemands qu'ils avaient capturés à la fin de la guerre, et ils avaient aussi l'aide de quelques espions chez les Américains.
Le premier test de bombe atomique soviétique eut lieu quelques années plus tard, en 1949. En 1956, les scientifiques capturés par l'Union soviétique après la guerre furent remis en liberté. L'un d'eux, Gernot Zippe, un physicien nucléaire autrichien, retourna alors à Vienne. Dans les années qui suivirent, Zippe comprit que les technologies d'enrichissement d'uranium utilisées à l'Ouest étaient très en retard par rapport à ce qu'il avait pu réaliser avec son équipe quand il était captif en Union soviétique. Avec les connaissances dont il disposait encore, Gernot Zippe put alors aider les Américains à mettre au point le procédé d'enrichissement de l'uranium qu'il avait développé pour les Soviétiques et qu'on utilise toujours aujourd'hui, la centrifugation. Vous connaissez sans doute le principe d'une centrifugeuse. On place un mélange dans un contenant en rotation rapide et les éléments les plus lourds se trouvent éjectés vers l'extérieur. C'est ce qu'on utilise par exemple dans les analyses biologiques pour séparer certains constituants. Puisque l'uranium-235 et l'uranium-238 ont une légère différence de masse, on peut espérer les séparer par ce moyen. Sauf que, comme vous vous en doutez, il va falloir y aller fort. Pour ça, on travaille avec le même gaz que pour la diffusion, l'hexafluorure d'uranium, UF6, et on l'injecte dans des cylindres en rotation rapide. On chauffe pour créer un mouvement de convection, et il n'y a plus qu'à collecter l'uranium-238 qui s'accumule contre la paroi, et l'uranium-235 un peu plus vers le centre. Enfin, c'est très théorique, dit comme ça. En pratique, c'est comme pour la diffusion gazeuse. On collecte un gaz dont la concentration en uranium-235 est très légèrement supérieure à ce qu'on avait injecté. Et donc, il faut enchaîner des centaines d'étages de centrifugation pour espérer atteindre le taux d'enrichissement nécessaire. Et là, quand on parle d'une centrifugeuse, on ne parle pas d'une essoreuse à salade, plutôt d'un grand cylindre de plusieurs mètres de haut, 20-30 cm de diamètre, et qui tourne à environ 1500 tours par seconde, 50 à 100 fois plus qu'une machine à laver ou qu'un moteur de voiture. Sur les bords du cylindre, ça fait une accélération centrifuge d'environ 1 million de G. Autant vous dire que ces centrifugeuses, pour les fabriquer et les faire fonctionner, c'est vraiment de la mécanique de précision. Le moindre défaut ou déséquilibre et tout peut partir en vrille. Les centrifugeuses, aujourd'hui, c'est donc le point clé à maîtriser si vous voulez fabriquer une bombe atomique. Et c'est pour ça qu'on en entend parler parfois dans l'actualité géopolitique. Qu'il s'agisse de la Corée du Nord ou de l'Iran, la question des centrifugeuses est au cœur des capacités de production nucléaire des pays et donc des mesures de contrôle de la prolifération des armes atomiques. C'est pour la même raison que ce sont les centrifugeuses iraniennes qui ont été prises pour cible par le ver informatique Stuxnet, vraisemblablement conçu par la NSA pour saboter le programme nucléaire iranien autour des années 2010. Si l'histoire vous intéresse, il y a une super vidéo sur le sujet. Ce qui est compliqué avec le contrôle de ces centrifugeuses, c'est que ce sont possiblement les mêmes qui peuvent être utilisées pour faire de l'enrichissement d'uranium à des fins de production d'énergie nucléaire, donc un usage non militaire. Mais la grosse différence, c'est le taux d'enrichissement à atteindre. Pour faire une bombe, on cherche à atteindre 90%, ce qui nécessite énormément d'étapes et de matériel comme on l'a vu. Pour faire du combustible nucléaire pour une centrale, c'est seulement typiquement 3 à 5%, donc c'est beaucoup plus simple. La raison de cette différence, c'est que le mécanisme de fonctionnement de la réaction n'est pas le même entre une bombe atomique et une centrale nucléaire. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qu'on met dans une centrale, c'est pas du tout le même uranium que celui qu'on met dans une bombe. Ah oui, une conséquence parmi d'autres de cette différence, c'est que quand il y a un accident comme à Tchernobyl, ce qui se produit n'est pas une explosion nucléaire analogue à celle d'une bombe atomique, c'est un phénomène différent. Mais bon, ça nous emmènerait un peu loin aujourd'hui de parler de tous ces sujets. Bien entendu, tout ce que je vous ai raconté là est uniquement valable pour les technologies à base d'uranium. Vous savez sans doute qu'on peut aussi faire des bombes à base de plutonium, mais là le procédé est vraiment pas le même puisque le plutonium n'existe pas à l'état naturel. Et aujourd'hui, bien sûr, il existe aussi les bombes thermonucléaires qui sont encore différentes et qui peut-être feront l'objet d'un prochain tuto sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous pour augmenter les chances que YouTube vous repropose mes autres vidéos. Rejoignez aussi la communauté Discord sur le serveur de Sciences Étonnantes, je vous mets le lien en description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, à bientôt.